20h20 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct. On fait un point tout de suite avec vous, Myriam Mascarello, sur l'actu économique. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Et un vieux dicton qui est très vrai. Pour Apple, le mieux est l'ennemi du bien. La marque à la pomme la prend à ses dépens. Voilà, un vieux dicton mais qui vaut même pour les nouvelles technologies, puisque hier, la marque à la pomme donnait ses résultats. Alors je vous laisse juger notamment ce chiffre, près de 48 millions d'iPhone vendus au 4e trimestre 2012, donc 48 millions en 3 mois, c'est bien. Eh bien, ça n'est pas assez. Les analystes attendaient mieux. Les résultats des courses, le cours d'Apple s'effondre aujourd'hui, en tout cas perd vraiment largement du terrain, moins 12% en moyenne depuis ce matin. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les investisseurs pensent d'abord que la suprématie d'Apple a vécu, que la concurrence donc gagne du terrain et de plus en plus dangereusement, et que la stratégie de la marque américaine doit changer. Par exemple, elle a toujours misé sur le haut de gamme, c'est peut-être plus une bonne idée, ou alors elle doit proposer de nouveaux produits aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. En tout cas, la dégringolade d'Apple est restée sans effet sur les places financières européennes. Qui sont dans un vert émeraude. Paris a pris 0,70% ce soir. Londres s'est envolé de plus 1,09%. Francfort s'est apprécié de 0,53%. En fait, là, les investisseurs ont regardé les bons indicateurs sur l'activité du secteur privé, et ce, un peu partout dans le monde. En zone euro, on avait ce qu'on appelle l'indice PMI composite, c'est-à-dire les directeurs d'achat, que ce soit dans le secteur des manufactures, des manufacturiers, ou bien des services. Eh bien, cet indicateur, il est au plus haut depuis 10 mois. On n'est pas encore dans la zone d'expansion de la D50, mais on voit que petit à petit, la reprise commence à montrer son nez. L'indice est encore meilleur aux États-Unis. Alors là, on parle uniquement du manufacturier. Regardez, au plus haut depuis presque 2 ans. Et c'est également cet indice manufacturier HSBC PMI qui est excellent en Chine, très bon en tout cas, au plus haut depuis 2 ans, et c'est à ça que les marchés ont réagi. Des chiffres dont le Japon aurait bien besoin. L'archipel a enregistré un déficit commercial record en 2012. Oui, c'est vrai que le Japon, comme bien d'autres, attend la reprise économique. Ce déficit dont vous parlez, il est de presque 59 milliards d'euros. Alors pourquoi en fait, les exportations japonaises se sont effondrées. Il y a un différend territorial avec la Chine, ce qui fait que les Chinois boudent les produits japonais. Et puis nous, en Europe, avec notre crise, eh bien, la consommation a baissé, donc la demande pour les produits japonais aussi. Du coup, le nouveau gouvernement japonais et la Banque centrale, suivie de près par la Banque centrale japonaise, ont décidé d'en finir avec le yen fort. Ils font tourner la planche à billets. La devise donc perd de la valeur, et c'est le spectre d'une nouvelle guerre monétaire qui se réveille. D'ailleurs, on en parle jusqu'à Davos, en Suisse. Angela Merkel, ce matin, par exemple. Nous retrouvons tout de suite à Davos notre envoyée spéciale, Stéphanie Antoine. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Myriam. Alors l'euro mécaniquement est en train de s'apprécier, par exemple face au yen, et pas que, face au dollar aussi. Est-ce que vraiment la guerre monétaire fait peur à Davos ? En tout cas, c'est vrai qu'Angela Merkel a fustigé cette nouvelle politique monétaire japonaise en disant qu'elle risquait de relancer cette guerre monétaire. Donc c'est vrai qu'elle craint évidemment pour la compétitivité européenne, parce que comme vous l'avez dit, à partir du moment où le yen se déprécie face à l'euro ou au dollar, eh bien ça veut dire que l'euro s'apprécie et ça nuit à la compétitivité européenne. Donc elle a marqué évidemment cette peur des Européens face à cette nouvelle politique japonaise. Mais elle a déçu tout de même aujourd'hui Angela Merkel, parce que c'est bien beau de donner des leçons aux Japonais. On l'attendait au tournant sur la croissance, et bien malgré la sonnette d'alarme tirée par le FMI, qui a demandé à des pays comme l'Allemagne, c'est-à-dire des pays justement qui s'en sortent bien, de lâcher un peu de l'est sur les déficits publics et de faire de la relance, et bien Angela Merkel, elle continue à vouloir faire de la rigueur. Elle a dit à nouveau aujourd'hui que c'est la baisse des coûts en Europe qui est importante pour justement relancer la compétitivité. Donc on est très loin justement d'une relance qui pourrait avoir lieu en Allemagne. Angela Merkel, elle tient encore à la rigueur. Alors parmi les personnalités qui sont à Davos, Stéphanie, il y a Carlos Ghosn notamment, le PDG de Renault. Les négociations sur la flexibilité sont très tendues en France entre les syndicats et la direction de Renault. Qu'est-ce que Carlos Ghosn vous a dit à ce propos ? Alors justement, c'est vrai que Renault a prévu, vous savez, une suppression d'emplois de 7500 personnes en France, et les syndicats accusent Renault de chantage. Ils disent tout simplement que la direction menace de fermer 2 sites en France si donc les syndicats n'acceptent pas les conditions de Carlos Ghosn. Alors évidemment, Carlos Ghosn, il renie totalement ce terme de chantage. C'est la question que je lui ai posée il y a quelques heures ici à Davos.
S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de rétablir la compétitivité en France. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen que nos partenaires, qui sont libres de leur choix, on ne va pas leur imposer de venir produire en France. Eux, ils viennent produire en France parce que la France est compétitive, parce que nous, on est capable de s'engager sur une qualité, on est capable de s'engager sur un niveau des coûts, et donc c'est quelque chose qui fait du sens. Et bien à partir de ce moment-là, automatiquement, le niveau de production en France sera inférieur, il faut qu'on en tienne compte. Stéphanie, donc à Davos, merci pour votre intervention donc en direct de la station de ski, la célébrissime station de ski suisse. Voilà, merci beaucoup Stéphanie. On reste en Europe avec le chômage en Espagne qui atteint des taux assez effarants. Oui, 26,04%, plus d'un quart de la population active. Donc ça, c'est le chiffre au 4e trimestre 2012. Ça fait presque 6 millions de personnes. Et si on s'intéresse aux moins de 24 ans, alors là, c'est 55% de cette population qui cherche du travail et qui n'en trouve pas en Espagne. Allez, toute autre chose à présent. ArcelorMittal qui fait reparler de lui, mais en Belgique cette fois. Oui, le numéro 1 mondial de l'acier ne tiendrait pas ses promesses. Il avait dit qu'il supprimerait 790 emplois sur le site de Liège. On en est désormais à 2090, en tout cas de sources syndicales. Ça fait quand même 1300 emplois de différence. ArcelorMittal s'était pourtant engagé, après une négociation le 30 novembre dernier, une négociation d'un plan social. Mais aujourd'hui, il met en avant son énorme dette, qui est de fait énorme, 18 milliards d'euros. Et puis la baisse qui continue, baisse de la demande d'acier en Europe. C'est un tout autre vent qui souffle en revanche au-dessus de Nairobi. En 2 ans, c'est vrai, Nairobi est devenue la capitale africaine de la high-tech, des nouvelles technologies. Et en projet notamment, donc à côté de la capitale kenyane, il y a la construction d'une technopole, une sorte de Silicon Valley en fait à l'africaine. Et le premier coup de pioche a été donné ce jeudi. Vanessa Tsanga nous en dit plus. En 2030, ces tentes laisseront place à une ville futuriste, une Silicon Valley à l'africaine. Nous sommes à 70 km de Nairobi, la capitale du Kenya. Les travaux viennent tout juste de commencer, ils se chiffrent à plus de 10 milliards d'euros. Et d'ici 20 ans, cette technopole baptisée Konza City permettra la création de plus de 200 000 emplois. D'après les partenaires du projet, elle pourrait devenir l'une des villes les plus prospères d'Afrique, capable de concurrencer les plus grandes capitales du monde. Nous sommes très bien positionnés et nous rivalisons avec nos concurrents pour la première place. La ville que nous créons et les politiques du gouvernement ainsi que les investissements nous permettront de créer un environnement favorable pour que l'industrie de l'innovation prospère. Car en matière de haute technologie, le Kenya est à la pointe en Afrique. Le secteur des télécommunications fait partie des plus dynamiques. En octobre 2012, près de 3/4 de la population du Kenya possédait un téléphone portable. La technologie aura un grand impact en Afrique du fait de la pénétration mobile et de la manière dont nous avons pris de l'avance par rapport à nos prédécesseurs en Occident. L'Afrique est le marché de la téléphonie mobile qui croît le plus rapidement au monde. Un marché qui, en 2012, représentait plus de 738 millions de téléphones portables. Enfin, Pauline, regardez, on peut rire de tout, même de la crise. Les Italiens s'y sont essayés. Ils ont fait un remake du film Full Monty. Vous vous souvenez, c'est un film britannique qui est sorti en 97. Où vous avez des vrais chômeurs sur scène avec de vrais comédiens aussi, qui tentent le tout pour le tout dans la comédie musicale et qui se transforment en Chip 'n Dale. Et ce spectacle, figurez-vous, part en tournée en Italie en pleine campagne électorale. Et voilà, ils ont trouvé un travail à la fin de l'histoire. Merci beaucoup Myriam Mascarello. Restez avec nous juste après la pause à un tout nouveau journal. Je veux être bon à l'école. Je veux
devenir chef d'entreprise. Je veux devenir cuisinier. Je veux me cultiver. Partout dans le monde, ayez le réflexe CNED.